L'armée de l'air russe s'effondre. Elle ne bat pas en retraite. Elle ne se réarme pas. Elle s'effondre. 3 ans après le début de la guerre, la Russie, qu'on pensait autrefois dominer le ciel, manque d'avions de chasse, de pilotes et d'options. Ce qui devait être un avantage écrasant s'est transformé en un désastre au ralenti. Pertes catastrophiques, panne de moteurs, avions sortis des musées et des cimetières d'avions. Et maintenant, les services de renseignement américains affirment que la puissance aérienne de la Russie pourrait ne jamais se rétablir complètement. Il ne s'agit pas seulement d'avions de chasse abattus, c'est tout un système qui s'effondre sous le poids de la guerre, de la corruption et de décennies de mauvaises doctrines. Alors, que s'est-il passé? Comment la Russie a-t-elle perdu sa supériorité dans les airs? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre moderne? Analysons cela. Ce problème pour la Russie n'a pas vraiment commencé en 2022, comme le montre une analyse plus approfondie. Les symptômes de cela étaient présents bien avant que le conflit entre les deux pays ne commence. Mais commençons par examiner le symptôme le plus visible et le plus évident de la crise de la puissance aérienne de la Russie, les pertes directes au combat. Selon une documentation minutieuse du site de renseignement en source ouverte Oryx, la Russie a perdu au moins 141 avions militaires à voilure fixe, dont la destruction, les dommages ou la capture ont été visuellement confirmés. Cela inclut des chasseurs de première ligne comme le Su-35 des bombardiers, comme le Su-34, ainsi que divers autres avions tactiques tels que des avions de transport et des avions de détection et de contrôle aéroportés. Cela représente environ 10% de la flotte totale de la Russie avant le début de la guerre. Le chiffre de 10% ici est important, car il s'agit d'un taux de perte à 2 chiffres pour l'ensemble d'un système. Par exemple, cela commencerait à entamer la capacité de la Russie à mener des frappes aériennes et à exercer une supériorité aérienne locale dans son propre espace aérien. En raison du fait que la Russie possède une superficie terrestre nettement plus grande que l'Ukraine, ces avions doivent parcourir des distances beaucoup plus importantes pour patrouiller dans le ciel ou répondre à des frappes à longue portée. Plus profondément à l'intérieur du territoire russe, l'Ukraine a progressivement augmenté sa capacité à lancer des drones plus loin en Russie, et avec une plus grande précision. Réussir à éliminer 10% de la force aérienne russe dégraderait encore davantage la capacité de cette dernière à mettre en place un système de défense anti-aérienne en couche. Mais les pertes confirmées visuellement ne représentent qu'une partie de l'histoire. Des sources militaires ukrainiennes affirment avoir abattu plus de 340 avions russes et autant d'hélicoptères au début de l'année 2024, seulement 2 ans après le début de la guerre. Ces chiffres pourraient avoir été gonflés à des fins de propagande, de morale et de géopolitique. Comme il est pratiquement impossible de les vérifier, étant donné que la Russie n'admettra pratiquement jamais l'ampleur réelle de ses pertes en Ukraine. Au mieux, nous pourrions connaître l'ampleur précise des pertes et du taux de victimes des années après la fin du conflit, lorsque la documentation sera révélée. Mais, étant donné qu'Oryx ne compte que les avions endommagés et abattus vérifiés, il y a de fortes chances que beaucoup d'autres appareils aient été endommagés. Mais sans images explicites pour corroborer ce fait. En conséquence, il est probable que le nombre réel d'appareils perdus par la Russie se situe quelque part entre ces deux chiffres, ce qui indique un taux de perte supérieur à 10%. Ce qui rend ces pertes particulièrement dévastatrices. Ce n'est pas seulement leur quantité, mais aussi leur qualité. La Russie a perdu une part importante de ses appareils les plus avancés. Ce sont des avions, qui nécessitent des années de fabrication et des pilotes hautement qualifiés, qui ont besoin de milliers d'heures de vol pour atteindre la maîtrise du combat. Le Sukhoi 34 Fallback, un avion de chasse bombardier, en est un exemple révélateur. Cet avion de pointe, entré en service en 2014, était censé être la principale plateforme de frappe de précision de la Russie, avec un coût unitaire d'environ 36 millions, et un rythme de production d'à peine 6 appareils par an. La Russie a déjà perdu au moins 37 Sukhoi 34 confirmés. Si la Russie peut produire régulièrement autant de ces avions qu'elle en perd, alors il n'y a pas vraiment de problème. Mais la réalité, c'est bien plus compliqué. D'une part, les pertes visibles d'avions abattus au-dessus de l'Ukraine ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. En coulisses, la flotte d'avions restante de la Russie se détériore à un rythme alarmant, en raison de ce que les analystes militaires appellent des pertes imputées. Il s'agit des effets cumulatifs de la surutilisation, d'un entretien insuffisant et de la pénurie de pièces détachées. Selon une analyse de la RAND Corporation datant de la fin de l'année 2023, les avions de combat russes volaient 3 à 4 fois plus d'heures annuelles que ce qui était prévu pendant toute la durée de la guerre. Cela vient du fait que la Russie les utilise pour larguer des bombes planantes, ce dont nous parlerons un peu plus tard, et aussi du fait que les pistes d'atterrissage russes sont situées plus loin de la ligne de front que celle de l'Ukraine. L'utilisation accrue de ces avions va directement à l'encontre de la doctrine traditionnelle de la guerre aérienne. C'est-à-dire que les avions de chasse modernes sont conçus pour des rythmes opérationnels spécifiques, c'est-à-dire des heures de vol par an,
avec des calendriers de maintenance établis en fonction des schémas d'utilisation prévus. Lorsque ces limites sont dépassées, les avions sont plus susceptibles de subir des défaillances catastrophiques sur plusieurs systèmes, ce qui en fait un véritable handicap. À l'échelle plus large du conflit, cette surutilisation est aggravée par les tactiques de plus en plus désespérées de la Russie, pour éviter les défenses aériennes ukrainiennes. Les pilotes russes volent à des altitudes extrêmement basses, ce qui exerce une pression énorme sur les cellules et les moteurs des avions. Ces profils de vol à haute contrainte accélèrent l'usure des composants critiques, en particulier des moteurs, qui constituent déjà le principal goulot d'étranglement de la maintenance pour la Russie. Le Su-35S, le chasseur opérationnel le plus avancé de la Russie, utilise des moteurs Saturn AL 41F1S qui nécessitent une maintenance après environ 1000 vraies heures de vol dans des conditions normales. La durée de vie totale des moteurs utilisés par le Su-35, un chasseur relativement moderne, varie de 4000 à 6000 heures, selon le modèle exact du moteur utilisé. Cependant, 1000 heures est la fréquence généralement acceptée à laquelle le moteur doit être entièrement révisé. Cela peut clouer l'avion au sol pendant des semaines. Cependant, ces conditions d'exploitation supposent un environnement de vol quasi parfait et des opérations bien loin de ce qui se passe en Ukraine. À la place, les avions russes doivent soit voler à très basse altitude pour éviter les radars longue portée, utiliser à plusieurs reprises leur post-combustion pour atteindre des vitesses élevées afin d'échapper aux contre-mesures ukrainiennes, ou bien manœuvrer complètement autour de l'espace aérien ukrainien lorsqu'ils déploient des armes de moyenne portée. Voler près du sol génère plus de chaleur et permet à l'appareil d'aspirer davantage de débris, ce qui a montré une réduction notable de sa durée de vie. Par exemple, les F-16S, qui volaient en Syrie, ont vu leur durée de vie réduite de 20% à cause de l'absorption de sable lors des procédures de décollage dans le désert. Il est probable qu'un phénomène similaire se produise avec les avions russes, même si c'est à une échelle moindre. Et même si un avion subit des dommages et parvient à revenir, sa section radar peut être soudainement modifiée à cause de la rupture de la furtivité, du revêtement ou du motif de déviation. Cela rend un avion plus susceptible d'être détecté par le radar, ce qui augmente considérablement le risque d'engagement. En réponse, les techniciens doivent soit réparer les dommages, ce qui ne permet qu'une réparation limitée et une restauration partielle de la section radar d'origine. Ou bien ils doivent privilégier la réparation de l'extérieur de l'avion, au détriment de l'entretien du moteur et de l'électronique. De plus, la longue durée de vie du moteur ne concerne que les modèles les plus récents. Le Su-34, par exemple, est équipé de l'ancienne version du moteur Saturn AL 31F, dont la durée de vie estimée n'est que de 1500 heures, et qui est utilisée depuis plus de 10 ans. Le pays est également encore en train de moderniser sa flotte, la moitié des avions utilisés en Ukraine étant des vestiges de l'Union soviétique. Ces avions sont déjà utilisés depuis des décennies, ce qui suggère qu'il ne leur reste littéralement que quelques centaines d'heures de vol sur le moteur uniquement. L'analyse de RAND sur l'ensemble des avions russes suggère que sa force aérienne vole à environ 75% de sa puissance d'avant-guerre. RAND a estimé que les sorties fréquentes ont entraîné une dégradation des moteurs, au point où la Russie a perdu 60 autres appareils. Et ce chiffre date de la fin de 2023, soit seulement 1 an et demi après le début de la guerre. Un site d'actualité militaire polonais a suggéré en 2024 qu'environ 45% des avions russes approchent de la fin de leur durée de vie. Ils devraient être mis hors service dans les années à venir, avec 60 avions qui devront probablement être retirés du service rien qu'en 2024. La Russie pourrait essayer d'en maintenir certains, pour leur donner 1 an ou 2 de plus, mais ce n'est pas une solution garantie à long terme. Même si la Russie ralentissait l'utilisation de ces avions d'un tiers, comme l'a supposé Rand, après 2 ans de vol à un rythme soutenu, elle utiliserait toujours ces avions à près du double des taux recommandés. 3 ans après le début du conflit, la Russie pourrait avoir perdu entre 80 et 100 avions en pertes imputées. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque mois. Pour aggraver les choses, les sanctions occidentales ont fortement limité l'accès de la Russie aux matériaux spécialisés et aux équipements de fabrication de précision nécessaires à l'entretien des moteurs. Le résultat, c'est une crise de maintenance qui cloue discrètement au sol plus d'appareils que les missiles ukrainiens et les défenses anti-aériennes. Cette crise de maintenance ne concerne pas seulement les moteurs. Les avions de chasse modernes dépendent de milliers de composants ayant des calendriers de remplacement spécifiques. Comme les sanctions limitent l'accès à ces pièces, les équipes de maintenance russes pourraient cannibaliser des avions plus critiques pour en maintenir d'autres en état de vol, ce qui aggrave encore les taux de perte de la guerre. Ces besoins concernent aussi bien les avions récents que les plus anciens, mais pour des raisons légèrement différentes. Pour les avions plus anciens, les pièces de rechange ne sont tout simplement plus produites à grande échelle, la plupart de ces avions devant recevoir des mises à niveau de leurs composants. Mais si le système sous-jacent n'est pas également mis à niveau, les nouvelles pièces pourraient ne pas s'adapter ou ne pas fonctionner comme prévu. Pour les avions plus récents, les pièces en question peuvent nécessiter une technologie ou des matériaux importés qui ont depuis été restreints ou dont l'importation a complètement cessé. La seconde partie a été plus évidente dans les avions commerciaux russes, avec plus de la moitié de la flotte de passagers
A320 hors service, en raison d'une pénurie de pièces détachées. Mais même avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré dans cette guerre, l'industrie aérospatiale russe était déjà compromise par un cancer qui rongeait ses fondations. Corruption systémique et défaillance du contrôle de la qualité. En juillet 2024, un rapport accablant a révélé que la Russie avait été contrainte de retirer 5 de ses 18 avions Il-76 MD-90 à du service, après avoir découvert qu'ils contenaient des pièces de qualité inférieure. Selon Commerçant, le média d'État russe, les inspections ont révélé des composants essentiels qui ne respectaient pas les spécifications de base, y compris des pièces fabriquées à partir de matériaux de qualité inférieure, pouvant entraîner des défaillances catastrophiques. Ce n'était pas un incident isolé. En mai 2025, Commerçant a publié les détails d'une enquête gouvernementale sur la fabrication d'avions, qui a révélé une fraude généralisée dans plusieurs sites de production. Le rapport a décrit des stratagèmes où des sous-traitants remplacèrent des matériaux de mauvaise qualité tout en facturant des composants haut de gamme, avec des pots de vin distribués tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La corruption ne se limite pas seulement aux matériaux. Les systèmes électroniques, en particulier les radars et l'avionique, qui donnent aux chasseurs modernes leur avantage au combat, ont montré des taux de défaillance alarmants. Les services de renseignement ukrainiens ont signalé que des avions russes étaient équipés de systèmes de positionnement global commerciaux fixés sur le tableau de bord pour fournir une source de navigation secondaire, ce qui indique que les pilotes étaient conscients qu'ils volaient. Des machines en sursis. Ces défaillances du contrôle qualité ne sont pas de simples incidents isolés. Elles sont le symptôme d'un complexe militaro-industriel qui privilégie le détournement de fonds et les pots de vin au détriment de l'efficacité au combat. Le résultat, c'est une force aérienne, dotée d'appareils, qui paraissent impressionnants sur le papier, mais qui souffrent de graves problèmes de fiabilité. Cela pourrait expliquer pourquoi la Russie n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en Ukraine depuis si longtemps. Mais la crise de la puissance aérienne russe ne se limite pas aux défaillances matérielles, mais aussi à cause d'une doctrine fondamentalement défaillante qui a laissé les pilotes mal préparés aux défis auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. Pour comprendre cet échec doctrinal, nous devons examiner comment l'armée de l'air russe a été conçue pour combattre, par rapport à la guerre qu'elle mène réellement. La doctrine aérospatiale russe a évolué principalement autour d'un concept défensif, visant à protéger l'espace aérien russe contre les incursions de l'OTAN. Cela a conduit à une structure de commandement très centralisée, où des contrôleurs au sol dirigent les avions pour intercepter les menaces, ou lancer des missions offensives. Les pilotes russes ont été formés à suivre des instructions précises plutôt qu'à exercer leur propre jugement tactique. Cette approche centralisée avait du sens dans un scénario défensif où les réseaux de radars au sol pouvaient identifier les menaces entrantes et guider les intercepteurs en conséquence. Mais elle s'est révélée désastreusement inadaptée aux opérations offensives au-dessus du territoire ennemi, où les pilotes doivent prendre des décisions en une fraction de seconde sans guidage constant depuis le sol. Selon une étude publiée par l'Université de l'Air, l'institution académique de l'États-Unis Air Force, l'aviation tactique russe n'a jamais été correctement intégrée avec les autres armes de combat d'une manière qui permettrait un appui aérien rapproché efficace, ou des missions d'interdiction sur le champ de bataille. Au lieu de cela, les exercices militaires russes se concentraient sur des scénarios figés, qui reflétaient rarement la confusion du champ de bataille rencontré en Ukraine. Cette défaillance doctrinale est devenue immédiatement évidente dès les premiers jours de la guerre. Les pilotes russes, habitués à opérer sous un contrôle au sol constant, se sont retrouvés incapables de coordonner efficacement avec les forces terrestres ou de s'adapter aux conditions du champ de bataille en évolution rapide. Le résultat fut que les pilotes volaient selon des schémas prévisibles, ce qui les rendait vulnérables aux défenses aériennes ukrainiennes. De plus, les pilotes russes manquent des heures d'entraînement nécessaires pour acquérir la maîtrise requise lors d'opérations de combat complexes. Alors que les pilotes de chasse de l'OTAN accumulent généralement entre 180 et 240 heures de vol par an, leurs homologues russes reçoivent historiquement moins de la moitié de ce temps. Ce déficit de formation signifie que les pilotes russes manquent de mémoire musculaire et de réactions instinctives nécessaires dans des environnements de combat à haute pression. La situation s'est encore détériorée, car des pilotes expérimentés ont été perdus et leurs remplaçants ont été précipités à travers des programmes de formation abrégés. Selon les rapports des services de renseignement ukrainiens, la Russie a réduit la durée de son programme de formation des pilotes de chasse de 5 ans à moins de 2 ans, avec une diminution significative du nombre d'heures de vol réel, ce qui dégrade encore la qualité des pilotes. Face à des pertes croissantes et à des problèmes de maintenance, la Russie a été contrainte d'adapter son approche, avec des résultats mitigés. L'adaptation la plus significative a été l'adoption généralisée des bombes planantes comme arme principale air-sol de la Russie. Ces munitions relativement simples, qui sont essentiellement des bombes conventionnelles équipées d'ailes et de systèmes de guidage basiques, permettent aux avions russes de lancer des attaques en restant hors de portée de la plupart des défenses aériennes ukrainiennes.
Dès août 2023, les bombes planantes sont devenues l'arme de prédilection de la Russie, avec des dizaines d'entre elles déployées chaque jour sur l'ensemble de la ligne de front. En restant à haute altitude et à environ 30 à 50 miles des positions ukrainiennes, les avions russes pouvaient larguer ces armes avec un risque minimal d'interception. Cette approche privilégie la survie des avions au détriment de la précision, alors que les armes modernes guidées en meilleur avec précision peuvent aller frapper encore à quelques mètres de leur cible. Les bombes planantes sont généralement des probabilités d'erreur circulaires mesurées en dizaines, voire en centaines de mètres. Ce manque de précision a poussé la Russie à compenser par la quantité, larguant plusieurs bombes sur une seule cible pour garantir sa destruction. La Russie a multiplié par 16 le rythme des attaques à la bombe planante entre 2023 et 2024. Et leur prévalence indique que le système fonctionne, ou qu'il est devenu la seule option viable. Dans tous les cas, les bombes planantes semblent être devenues la méthode de la Russie pour avancer lentement à travers l'Ukraine. Même si certaines estimations suggèrent que cela prendrait bien plus d'un siècle, au rythme observé entre 2024 et 2025. La Russie a également commencé à remettre en service d'anciens avions, y compris des bombardiers Sukhoi 24 et des chasseurs Mikoyan Gourevitch 29 qui étaient stockés. Selon les images satellites présentées par le renseignement ukrainien, la Russie a réactivé des dizaines d'avions précédemment mis sous cocon dès le mois d'octobre 2022. Ces plateformes plus anciennes n'ont pas les capacités des avions modernes, mais elles sont plus faciles à entretenir avec des pièces produites localement. Bien qu'ils ne puissent peut-être pas rivaliser directement avec les avions ukrainiens, ils devraient être capables de larguer les bombes planantes, qui sont devenues essentielles à la stratégie militaire du pays. Dans ce qui est peut-être le signe le plus clair de la désespoir, la Russie a commencé à produire de nouvelles copies de l'avion de détection avancé A-50, un modèle qui remonte à l'époque soviétique. Bien qu'il soit technologiquement dépassé par rapport aux plateformes Airborne Warning and Control System modernes, l'A-50 peut être entièrement fabriqué avec des composants nationaux, ce qui le rend insensible aux sanctions occidentales. Ces adaptations ont permis à la Russie de maintenir une certaine forme d'opération aérienne, mais elles représentent une dégradation significative des capacités par rapport aux attentes d'avant-guerre. Ce qui était autrefois envisagé comme une force aérienne moderne capable de frappes de précision et d'opérations complexes s'est transformé en une force principalement axée sur le lancement de bombes planantes depuis des distances sûres. Ce n'est certainement pas la précision chirurgicale et la domination aérienne que les analyses militaires d'avant-guerre laissaient entendre. Il convient de noter que l'Ukraine fait face à des défis similaires, bien que sur une échelle différente et pour des raisons différentes. La force aérienne ukrainienne d'avant-guerre était encore plus petite que celle de la Russie et a subi ses pertes tout au long du conflit. Bien que les responsables ukrainiens publient rarement des chiffres exacts, des analystes indépendants estiment que l'Ukraine a perdu au moins 70 avions de combat depuis février 2022. Contrairement à la Russie, l'Ukraine a reçu des avions occidentaux pour renforcer ses capacités, y compris des F-16, des chasseurs provenant de pays de l'OTAN. Cependant, ces dons sont confrontés à d'importantes limitations. Leur nombre reste relativement faible par rapport aux besoins en temps de guerre. L'Ukraine a reçu environ 80 F-16 ainsi que seulement 6 Mirage 2000S français, avec une autre douzaine qui devrait arriver d'ici la fin de 2025. Cela représente moins de 100 appareils au total. De plus, former les pilotes ukrainiens à utiliser efficacement ces plateformes complexes prend beaucoup de temps, une maîtrise complète du combat nécessitant des années, et non les quelques mois consacrés à la formation des pilotes ukrainiens. L'Ukraine doit également relever le défi de maintenir des avions occidentaux complexes en état de fonctionnement dans des conditions de guerre. Vous vous souvenez de cette étude sur les F-16 dont la durée de vie serait réduite à cause des conditions difficiles? Eh bien, cela peut directement affecter les avions ukrainiens, car ils étaient déjà proches de la mise hors service dans leur pays d'origine, même avant d'effectuer des sorties quotidiennes en Ukraine. Comme leurs homologues russes, les pilotes ukrainiens volent plus d'heures que ce qui est soutenable, ce qui entraîne une usure accélérée des avions et des équipages. La pression pour mener des opérations offensives, en particulier pour soutenir les forces terrestres dans les zones contestées, oblige les avions ukrainiens à opérer dans des environnements à haut risque, ce qui augmente à la fois le stress mécanique et le risque au combat. Cependant, l'Ukraine a fait preuve d'une plus grande capacité d'adaptation en matière de tactiques et de doctrine. S'appuyant sur la formation occidentale et leur propre expérience du combat, les pilotes ukrainiens ont développé des techniques efficaces de vol à basse altitude et des approches créatives de la guerre moderne. Cela a permis à l'Ukraine de créer des poches de supériorité aérienne locale, ce qui lui a permis d'envahir le territoire russe non pas une, mais au moins 2 fois pendant la guerre.
Au-delà des implications immédiates sur le champ de bataille, les échecs de la puissance aérienne russe soulèvent des questions profondes sur l'avenir de la guerre aérienne à l'ère des défenses aériennes sophistiquées. Pendant des décennies, les théoriciens de la puissance aérienne ont souligné le rôle décisif de la supériorité aérienne dans la guerre moderne. L'expérience des États-Unis dans les conflits, de la tempête du désert à l'Afghanistan, semblait confirmer ce point de vue, le contrôle du ciel étant une condition préalable aux opérations terrestres. Cependant, la guerre en Ukraine a démontré que des réseaux de défense aérienne denses et en couches peuvent neutraliser efficacement même des forces aériennes numériquement supérieures. La combinaison de systèmes à longue portée comme le S-300 et le S-400, des plateformes mobiles à moyenne portée comme Buk M, 1S et des systèmes portables à courte portée créent un réseau défensif imbriqué qui rend les opérations aériennes traditionnelles extrêmement coûteuses. Cette réalité remet en question les hypothèses fondamentales sur les opérations militaires qui ont guidé la doctrine occidentale depuis la fin de la guerre froide. Le Pentagone s'est habitué à opérer dans des environnements où la suprématie aérienne est acquise plutôt qu'à devoir la conquérir chaque jour face à des adversaires compétents. Il est important de noter que même lorsque les États-Unis ont atteint une quasi-domination aérienne totale pendant la guerre contre le terrorisme, cet avantage ne s'est pas traduit par une victoire stratégique. Les avions américains pouvaient frapper des cibles à volonté à travers l'Afghanistan et l'Irak. Pourtant, contrôler le ciel n'a pas automatiquement permis de contrôler le terrain ou d'atteindre les objectifs politiques. Les leçons pour les armées modernes seront probablement tirées pendant des décennies à venir. Bien sûr, les mesures traditionnelles de la puissance aérienne, la taille de la flotte, la sophistication des avions, les heures d'entraînement des pilotes, les budgets et les investissements restent importants. Cependant, elles ne donnent pas une image complète lorsqu'elles sont opposées à des adversaires disposant de défenses robustes et multicouches. L'avenir pourrait appartenir aux systèmes sans pilote, aux armes à distance et aux tactiques intégrées de suppression des défenses aériennes, plutôt qu'aux opérations traditionnelles de chasseurs-bombardiers. Pour les planificateurs de l'OTAN qui observent de près l'Ukraine, les implications sont particulièrement significatives. Si la force aérienne de la Russie, autrefois considérée comme la deuxième plus puissante au monde, peut être efficacement neutralisée par un adversaire plus petit, avec de la détermination et des défenses modernes, les hypothèses traditionnelles sur l'équilibre des pouvoirs en Europe pourraient devoir être réévaluées. Cela ne signifie pas que les avions pilotés sont obsolètes, mais cela suggère que leurs rôles et leurs concepts d'emploi continueront d'évoluer, s'éloignant de l'engagement direct sur le champ de bataille. Au lieu de cela, comme la Russie l'a fait avec les bombes planantes, les avions pourraient s'orienter davantage vers des missions spécialisées, où leurs capacités uniques peuvent-ils se combiner avec des systèmes d'armes à faible coût, pour faire pencher la balance en faveur d'un camp. Que pensez-vous de ces évolutions ? L'incapacité de la Russie à obtenir la suprématie aérienne va-t-elle inaugurer une nouvelle ère dans la stratégie de la guerre moderne ? Et les avions de chasse traditionnels sont-ils condamnés à n'être utiles que dans des scénarios de guerre asymétriques ?